Alors, bonsoir. Bonsoir aux personnes là, qui sont en train de se connecter. On va laisser passer là, quelques secondes pour laisser le temps aux gens de joindre la séance. Donc, je vois là que les gens se connectent tranquillement. Alors, comme le nombre de spectateurs continue à monter, je vais laisser passer encore quelques secondes. Alors voilà. Alors bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance d'information qui porte sur un projet de logement social au 909 boulevard Pie-XII. Merci d'être avec nous. Je suis Héloïse Godreau, je suis conseillère en consultation publique. C'est moi ce soir qui aura la tâche et le plaisir d'animer la rencontre. Je vous indique au passage que la séance de ce soir est enregistrée. Elle sera mise en ligne dans les prochains jours sur le site de la Ville de Québec, dans la section de participation citoyenne, là où vous êtes allé pour vous inscrire à la séance de ce soir. Alors, ce soir, donc, l'objectif de la soirée, c'est évidemment de vous informer sur la nature du projet, vous présenter un peu l'échéancier des travaux et répondre à vos questions. Donc, avec nous ce soir, là, je voudrais souligner la présence de personnes membres du conseil municipal. Donc, tout d'abord, Marie-Pierre Boucher, qui est conseillère du district de Louis XIV, membre du comité exécutif, puis responsable des dossiers de logement et d'habitation. Donc, Madame Boucher, bonsoir. Bonsoir. Voulez-vous adresser un mot de bienvenue à notre Oui, public? oui, absolument. En fait, je vous remercie. C'est difficile quand on ne voit pas les visages comme ça. Je sais que vous êtes présents, donc merci d'être présent pour cette rencontre d'information-là. C'est important pour nous de pouvoir présenter ce qui s'en vient dans un quartier, même s'il ne se retrouve pas nécessairement dans un processus de consultation. Donc, c'est vraiment une rencontre d'information à laquelle vous assistez aujourd'hui. Vous savez, le logement social, c'est important. Il y a des grands besoins à Québec, donc c'est quand même avec fierté qu'on vient présenter des projets comme celui-ci là, auprès des citoyens. Donc, je suis avec ma collègue, Mme Corriveau, qui est présente aussi comme élue du district et présidente aussi de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Et nous, on va être en mode écoute avec vous là, pour la présentation. Donc, je prends la parole maintenant, mais après, je me tais et je laisse l'équipe administrative et les personnes qui viennent présenter le projet et qui ont toute l'expertise pour répondre à vos questions, faire le grand bout d'informations avec vous. Donc, bonne soirée. Merci. Merci Madame Boucher. Bonsoir aussi à Anne Corriveau, qui est conseillère du district de la Pointe de Sainte-Foy. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je remercie Marie-Pierre d'être présente aussi également, celle qui est porteur du dossier des logements sociaux et de l'habitation au comité exécutif. Elle le sait, c'est un dossier qui m'est cher depuis longue date. Alors, merci d'être là et merci au personnel administratif d'être présent et aux gens aussi qui sont impliqués dans ce dossier de la bouée. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Madame Corriveau. Parlant justement des gens qui sont impliqués dans le projet puis du personnel administratif de la Ville, je vais vous les présenter. Alors, avec nous ce soir, on a Sébastien Paquet, qui est conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire. Alors, bonsoir, Sébastien. Bonsoir. On a avec nous également Frédéric Chartier, conseiller en développement économique au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Du côté du projet de logement social, avec nous, on a Ève Fournier, qui est agente de communication et de développement de l'habitation communautaire chez Action Habitation. Bonsoir, Ève. Bonsoir. Et Johan Ledoux, stagiaire en architecture chez Lafont Côté Architecte. Bonsoir, Bonsoir. Johan. Bonsoir. Alors, toutes ces personnes-là vont vous présenter du contenu. On a évidemment d'autres personnes que vous voyez à l'écran qui sont là pour éventuellement répondre à vos questions. Donc, si elles sont interpellées, là, je vous les présenterai à ce moment-là. Je vous rappelle la démarche. Le projet de logement social est soumis à un règlement spécial qui permet d'aller de l'avant sans consultation publique ou approbation référendaire. Donc, la séance d'information de ce soir n'est pas obligatoire par règlement, mais la Ville en tient toujours à titre courtois pour informer le voisinage des projets qui s'en viennent dans le secteur. Donc, ce soir, on est vraiment en séance d'information. On n'est pas en consultation publique ou en atelier d'échange. L'objectif, c'est d'aller vous présenter le projet, puis ensuite de répondre à vos questions.
Puis, parlant de questions, je vous invite vraiment à attendre à la fin des présentations avant de poser vos questions, puisque les réponses là, aux questions que vous vous posez se retrouvent peut-être dans les présentations qui s'en viennent. Donc, je vous invite vraiment à attendre la fin. Donc, comment on a fait pour rejoindre les personnes du voisinage, les personnes intéressées par le projet? On a distribué environ 450 cartons d'invitation en porte-à-porte dans les secteurs qui étaient adjacents au projet. On envoyait également un courriel aux personnes qui sont abonnées à la liste de diffusion du conseil de quartier. D'ailleurs, j'ai vu quelques personnes membres du conseil de quartier de Pointe-de-Sainte-Foy. Je les salue. On a envoyé de l'information aux organismes communautaires du secteur. Puis, on a rendu l'information disponible en ligne sur le site de la ville dans la section participation citoyenne. Donc, le déroulement de ce soir, on aura une courte introduction au logement social par Frédéric Chartier, une présentation du projet de logement social par l'équipe d'Action Habitation et de la firme d'architecture qui est responsable du projet. Puis, Sébastien Paquet présentera le contexte réglementaire. Puis ensuite, à la fin de tout ça, on aura une période de questions où je vous expliquerai comment faire pour poser vos questions, étant donné qu'on est en mode webinaire. Donc, vous ne vous voyez pas entre vous. Et puis, on va prendre surtout des questions écrites. Donc, je vais vous expliquer comment faire lorsqu'on sera rendu à la période de questions. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole aux gens qui vont présenter. C'est ce que vous attendez depuis le début. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric Chartier qui va vous faire une présentation, une courte présentation du logement social. Donc, Frédéric, si tu veux partager ton écran. Oui, parfait. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Je crois bien que oui. Oui, donc, en fait, je vais vous faire... Bon, parfait, merci. Je vais vous faire une courte présentation de ce qu'est le logement social et du rôle de la ville, notamment là, dans le logement social qui se développe à travers la ville au grand complet. Donc, oui, il y a du logement social qui se construit sur ce projet-là. Puis, je ne parlerai pas spécifiquement du projet. Je vais plus vous dresser un tableau général de ce qui se développe sur le territoire. Donc, pour commencer, le rôle de la ville, c'est entre autres, là, la ville a le devoir, je dirais, ou l'objectif d'assurer une équité et une mixité sociale. Donc, quand on développe du logement social ou quand on a de l'aval pour la construction d'un projet de logement social, on s'assure que ce ne soit pas uniquement dans un secteur très, très ciblé, puis tous les projets soient dans le même secteur. Donc, on s'assure qu'il y a une espèce d'équilibre sur les territoires qui se crée par rapport au développement. L'objectif, est bien entendu, c'est d'aider les ménages à faible revenu et à revenus modestes. On verra plus tard avec la clientèle là, qui sera, puis le projet spécifiquement dont il sera question ce soir, de quoi il s'agit. Puis, c'est aussi l'objectif, c'est d'offrir des logements abordables et de qualité. Donc, le logement communautaire, c'est très important pour la cohésion sociale. Donc, le but, en fait, là, d'inclure du logement social sur le territoire, c'est notamment de réduire les effets de la pauvreté, garantir la sécurité, donc en permettant à des gens de se loger de façon correcte et conforme. Par expérience, on sait que ça aide beaucoup au niveau de la sécurité, puis en ne créant pas de ghetto non plus, là, c'est favorable à un environnement sécuritaire. Donc, assurer également une offre de proximité. Donc, dans tous les quartiers, il y a du logement social et on tente de développer dans les secteurs où il y a des services qui sont proches. Le projet dont on va parler ce soir, bien entendu, il y a possiblement le futur tramway qui devrait passer tout près. Donc, il y aura assurément des services de transport à proximité. Favoriser l'intégration socio-professionnelle, donc c'est aider les gens à s'intégrer, assurer un parcours résidentiel, même chose. Donc, il y a certaines personnes qui intègrent ces bâtiments-là de logement social parce que, dépendamment du parcours qu'ils ont vécu, ont des plus faibles revenus ou ont vécu des difficultés, puis par la suite, changent ou fondent une famille, se retrouvent, décident d'acheter une maison. Donc, il y a un parcours qui se fait, dépendamment de la typologie, des types de bâtiments et du parcours, bien sûr, de la personne. Faciliter le développement pour les familles nombreuses et les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est sûr qu'on essaie de favoriser un ensemble, puis il y a une certaine mixité à la fois dans le secteur et à la fois dans le bâtiment. Puis on va le voir, le projet dont on va parler ce soir est un beau projet de mixité sociale. La ville, en fait, le rôle, quand on parle du rôle de la ville, là, la ville est encadrée légalement pour soutenir la réalisation des projets de logements sociaux. Donc, c'est intégré à l'intérieur de la Charte de la Ville de Québec. Il y a une obligation de la Ville de prévoir des enveloppes budgétaires pour aider le financement des projets de logements sociaux. Donc, ce projet-là qui va être réalisé dans le cadre du programme Accès Logis Québec
qui est un programme provincial, ben, la ville participe financièrement au projet et c'est inscrit à l'intérieur de sa charte. Donc, c'est vraiment enchâssé dans les objectifs et dans la nécessité de la ville de contribuer à ces projets-là. Donc, comme je disais, c'est le programme Axélogie c'est un projet qui va être développé dans le cadre du programme Axélogie. C'est un programme qui est chapeauté par la Société d'habitation du Québec en partenariat avec la ville. La ville, comme je le disais, contribue financièrement au projet. Mais moi, comme chargé de projet avec l'équipe de l'habitation, ben c'est sûr qu'on a un rôle à jouer dans l'établissement des projets. Donc, il y a une analyse des besoins, il y a une analyse technique et financière des projets au niveau de la viabilité, des montages financiers. Ensuite, il y a un suivi des travaux puis une autorisation des déboursés. Donc, la ville est très présente, malgré qu'on ne soit pas le développeur comme tel des projets. Ce sont des organismes qui développent des projets, mais la ville a un rôle de partenaire pour le développement de ces projets-là. Ici, je mets cette carte-là là, pour vous montrer, c'est sûr que c'est une vue de haut là, un peu, là, mais ça démontre quand même qu'il y a plusieurs projets de logements sociaux sur le territoire et probablement qu'à chaque jour, vous passez devant voire plusieurs projets et vous ne le savez même pas. Donc, l'objectif de ça, c'est de démontrer, pour avoir fait plusieurs séances d'information, il y a certaines personnes qui pensent qu'un logement social, c'est écrit sur le bâtiment, puis mon Dieu, ça va changer la vie du quartier, alors que c'est vraiment pas le cas, là. Il y en a plusieurs logements sociaux sur le territoire. À Québec, plus de 5500 qui ont été construits depuis 2002, là. Et la majorité, vous les croiseriez, vous ne le savez même pas, en fait, que ce sont des logements sociaux. Donc, c'est quand même intéressant, là. Ensuite, puis en fait, ce qu'on veut éviter, c'est la stigmatisation. Là, on ne veut pas non plus créer de ghetto. Donc, si ça passe incognito, c'est l'objectif. On veut que ça se mixte de façon harmonieuse dans les environnements dans lesquels ils sont intégrés. Donc, j'ai quelques projets là ici j'en ai sélectionné à Sainte-Foy quelques-uns. Donc, il y a la résidence Pointe-Sainte-Foy, la résidence de la Pérade aussi, puis un toit en réserve, 4 Bourgeois. Donc, quand on parle de mixité, il y a même, comme vous pouvez le voir là, sur le chemin 4 Bourgeois, il y a même des commerces au rez-de-chaussée en copropriété. Donc, c'est vraiment, on tente vraiment de s'intégrer dans le milieu pour créer des environnements intéressants pour les gens qui y vivent. Quelques inquiétudes qu'on entend souvent, donc l'intégration dans la communauté. Un des avantages, je dirais, des projets de logement social qui se développent par Axélogie, c'est que ce sont des coopératives et des OBNL. Et il y a toujours un conseil d'administration, il y a toujours une direction à qui on peut parler s'il arrive quelque chose, s'il y a un problème. Donc, je vous dirais que si ça arrive, s'il y avait des problématiques, ben c'est intéressant parce que c'est pas une entité à Toronto. C'est des gens locaux, c'est des gens qui ont développé le projet, c'est des locataires qui siègent, entre autres, sur les conseils d'administration souvent. Donc, il y a possibilité de parler, il y a possibilité d'avoir une discussion là, si jamais il y avait des aspects ou des améliorations à apporter. Donc, c'est possible. Un autre aspect que je mets là, par rapport à la valeur foncière, et on entend souvent ça, ma maison ne vaudra plus rien, je suis à côté d'un logement social. Il y a une étude qui a été faite par l'Université Laval pour déterminer dans quelle mesure il pouvait y avoir un impact sur les valeurs des bâtiments qui se trouvent à proximité dans un rayon, disons, de 500 mètres, là, je pense, la portée de l'étude. Puis c'est avéré qu'il n'y a pas d'impact. Le seul impact serait un bâtiment de très, très haute très, très haute envergure, là, en hauteur, qui serait peut-être plus en banlieue. Ce qu'on voit plus en ville, comme le projet dont on va parler ce soir, c'est même qu'il y aurait, dans plusieurs cas, un effet positif parce qu'il y a une revitalisation des quartiers. Ce sont des beaux bâtiments, ce sont des bâtiments qui sont intéressants, là. Donc, il y a souvent même un impact positif. Donc, c'est quelques petites informations que je voulais partager là, avant de passer la parole là, pour la présentation du projet comme tel. Je vous remercie beaucoup. Je pense que ça va être mieux avec le micro. Voilà. Alors, je remercie Frédéric pour sa présentation, des précisions qui sont importantes pour ce qui est du logement social. Donc, maintenant, on aura une présentation là, de Ève Fournier d'Action Habitation partagée avec Johan Ledoux, là, qui est de Lafond Côté Architecte. Donc, Ève, si tu voulais partager ton écran. Oui, je vais faire le partage tout de suite. Alors, Parfait. bonsoir tout le monde. Hop, vous me direz si je suis en... Oui, c'est plein écran, n'est-ce pas? Oui, on voit très bien, merci.
Parfait. Alors, bonsoir. Je suis très heureuse de vous présenter ce projet, le projet de la bouée P12. Je vais prendre une petite minute, par contre, pour présenter notre organisme Action Habitation. Donc, nous sommes un organisme à but non lucratif, une entreprise d'économie sociale. On a pignon sur rue dans le Limoilou depuis 45 ans. On fête nos 45 ans cette année. Ça fait 45 ans qu'on accompagne des organismes à but non lucratif, des OBNL d'habitation, des coops d'habitation à développer des projets tels que la bouée P12. On offre aussi de la gestion immobilière, etc. Mais donc, je voulais un peu vous dire c'était quoi notre principal service chez Action Habitation. Donc, je vais vous présenter voilà, le plan de présentation. Donc, je vais vous présenter le projet en bref. Ensuite, on abordera la clientèle, ceux qui vont vivre à la bouée P12. On va aussi vous présenter, je vais vous présenter l'organisme porteur de ce projet, la bouée. Et je vais céder ensuite la parole à Joanne Ledoux pour la partie bâtiment et implantation. Donc, allons-y avec le projet en bref. Il s'agit d'une construction, c'est un immeuble de 95 unités de logement, de typologie variée. Donc, on va du 3,5 au 6,5 pour joindre une clientèle de type familial, des personnes seules également. Dans cet immeuble-là, il y aura des salles communautaires, une cuisine collective pour le vivre ensemble. Il y aura également des bureaux pour les partenaires communautaires, un stationnement intérieur et plusieurs zones végétalisées incluant une terrasse sur toit. Le principe dans le fond, qui dicte ce projet, dans le fond, ça repose sur 3 valeurs. La diversité, l'inclusion et l'autonomie résidentielle. Ce sont des valeurs très, très importantes de la bouée et d'Action Habitation. Donc, la clientèle, elle est un peu comme Frédéric Chartier le disait, c'est une clientèle mixte à faible, modeste revenu. Donc, on s'adresse à des familles, certaines issues de l'immigration et des personnes seules, dont certaines avec des besoins particuliers. Il y aura du soutien communautaire offert aux locataires. On peut compter, entre autres, sur une intervenante communautaire qui est dédiée à la bouée et qui anime, assure une vigie. Et il y a également des partenaires communautaires sur place, dont l'AISC, l'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec. Monsieur Beaulieu, le directeur général, est dans l'assistance. Alors, la bouée, c'est l'organisme porteur, le propriétaire de la bouée P12. C'est un organisme à but non lucratif également. C'est une société acheteuse qui a une mission, la mission principale, c'est de préserver et de développer l'habitat communautaire et également de participer à la recherche et au développement d'innovation. Donc, dans la majorité, dans tous les projets d'habitation, on essaie d'avoir des éléments innovants dans les projets. La bouée, donc, c'est un CA qui est composé de 3 représentants du milieu communautaire, puis il y a aussi des représentants des locataires. Je vais vous présenter donc quelques petites réalisations, quelques petites, c'est pas vrai, c'est pas des petites, ce sont de très belles réalisations de la bouée. Commençons par le Marie-Clarisse, c'est dans le secteur Limoilou, sur la 18e rue, près d'Henri Bourassa. C'est le tout nouveau projet qui a été livré l'année dernière, en 2022. C'est un 106 unités de logement avec une clientèle qui va ressembler beaucoup à celle de l'immeuble P12. Et donc, vous voyez un beau milieu de vie avec une cour intérieure. Il y a également, comme pour le projet P12, une terrasse sur toit. Et à droite, c'est l'Évangéline, c'est dans le secteur Mézeray. En fait, je disais Marie-Clarisse, 106 unités. Évangéline, de mémoire, c'est 47 unités. Donc, si on voit ici la section des bâtiments qu'on voit de côté, ce sont de type maison de ville où les gens ont des appartements sur 2 étages. Ici, le bâtiment plus foncé qu'on voit de face, alors c'est un bâtiment, ce sont des logements sur 1 étage avec espace communautaire. Et la partie végétale qu'on voit en avant-plan, c'est le magnifique parc qui est vraiment en face de l'Évangéline. Donc,
Voilà, des projets qui sont en cours, qui sont en chantier. Si vous allez dans les secteurs, vous allez voir les grues, beaucoup d'effervescence sur ces terrains-là. Donc, ici, à gauche, complètement, on a le projet L'Albédo, toujours de la bouée. C'est dans le secteur Sainte-Foy. C'est le voisin du centre de glace. C'est une future résidence pour personnes âgées certifiées. Au rez-de-chaussée, il y aura un CPE, une relocalisation d'un CPE qui va être, dans le fond, démoli sous peu. Alors, le CPE va accueillir 148 enfants, tandis que la RPA, elle, aura 128 unités de logement. Et un principe innovant pour l'Albédo, en fait, c'est étant donné qu'on est voisin que l'Albédo est voisin du centre de glace, il y aura récupération de chaleur pour pouvoir climatiser, chauffer aussi l'eau domestique dans l'édifice. Et on voit tout de suite à droite le Charles IV, toujours de la bouée, en construction dans le secteur Charlebourg, près du Trait-Carré. Alors, c'est un ensemble immobilier, 2 immeubles qui vont accueillir pour 163 unités de logement, avec au centre une cour intérieure, avec encore une clientèle qui va ressembler à celle de la bouée Pie-XII. Alors, ça fait le tour, disons, de la bouée, un petit résumé du projet. Je céderai la parole à Johan Ledoux pour présenter ce magnifique immeuble. Merci Ève. Donc, le projet, donc, la bouée Pie-XII, nous l'avons conçu, donc c'est un bâtiment de 6 étages, comme l'a signalé Ève. Puis on a voulu, donc, par son intégration, jouer sur des matériaux qui sont traditionnels et proches du quartier, puisqu'on en a beaucoup dans ce quartier-là également, qui est donc la maçonnerie. Puis, on a amené un peu de modernité également avec les panneaux d'aluminium et on amène un peu de couleur en mettant des panneaux métalliques d'une couleur dorée. Donc ça, comme on peut le voir sur la façade principale dans cette vue-là. On a comme une marquise au niveau 1 qui vient couvrir et donner un ancrage au sol du bâtiment et qui vient aussi casser un peu cette hauteur. Et on a donc l'accès dans le stationnement souterrain que vous voyez sur la droite, qui est dissimulé puisque la porte est vraiment en retrait de la rue, donc on ne la verra quasiment pas. Donc, si on regarde sur c'est ça, donc la vue, l'autre vue, qui est qu'on voit ici, on a donc plusieurs volumétries. On a donc une volumétrie de 6 étages, une volumétrie de 5 étages, et donc, comme je vous le disais, au niveau 1, on a donc un jeu de marquises et d'éléments qui viennent ressortir, et ça recouvert de toitures végétalisées. Donc, qui va amener une verdure au toit que les locataires pourront voir aussi, qui rend les toits un peu plus agréables à vivre et à habiter. Là, nous sommes plutôt sur la vue de la cour intérieure. Donc, côté, au final, terrain de soccer, parce qu'on joue avec cet environnement verdoyant qui est le terrain de soccer aussi. On peut remarquer que sur cette façade-là, on voit la grande façade en aluminium, ainsi que toutes les garde-corps qui sont recouverts de panneaux aluminium perforés qui viennent créer des jeux d'intimité dans les logements et entre eux également. Donc, on a maintenant, donc, sur l'implantation du projet, on regarde que le bâtiment épouse vraiment la forme du terrain. On respecte donc les distances entre le bâtiment et les limites de l'eau, et on a fait appel à un architecte paysagiste pour l'aménagement paysager du projet. Donc, on peut remarquer qu'il est vraiment très verdoyant aussi, donc beaucoup plus que le terrain actuel. On a 50% d'air verte, alors que 30% sont requis normalement par la ville. On a vraiment localisé les cases de stationnement en souterrain. Donc, on a 32 cases intérieures, on a uniquement 3 cases extérieures pour vraiment les visiteurs. Donc, c'est ça, on a vraiment maximisé l'air vert au sol. Au niveau de la végétation, on a préservé 20 arbres sur le site et nous allons en planter plus de 15, sans compter tous les arbustes et les petits ornements végétaux qu'on va intégrer dans tout le cadre du projet.
Donc, le projet va vraiment s'intégrer complètement dans ce îlot et amener une verdure et enlever l'impact d'un îlot de chaleur qui pourrait se créer avec ce genre de bâtiment. On vient enlever ça complètement. Et bien sûr, on a préservé l'accès au terrain de soccer. Donc, on a un arbre qui était ici, qu'on a préservé. On joue avec le chemin pour le contourner. Donc, on gardera cet accès sécuritaire et puis même plus embelli pour accéder au terrain de soccer au parc. Voilà, merci. Voilà, ça complète la présentation du projet. Parfait. Merci beaucoup, Johan et Ève. Alors, c'est maintenant le tour de Sébastien Paquet de nous présenter le contexte réglementaire. Alors, Sébastien, si tu veux te mettre en mode plein écran. Si tu vas en diaporama, peut-être à la base, là, on va voir la présentation en mode plein écran. Alors, Bon, juste après la OK. présentation de Sébastien, on aura la période de questions. Je vous expliquerai à ce moment-là comment ça va fonctionner. Est-ce que, Sébastien, ça fonctionne de ton côté? Est-ce que vous voyez bien la présentation? Là, je ne la vois pas. Tu ne la vois pas. OK, on va essayer de quelque chose de nouveau. Vous voyez la présentation? Oui, on la voit. Parfait, je vais la mettre en mode complet et je vais basculer. Est-ce que c'est correct ou? Non, je vois encore ton mode, Ouais, j'essaie de personnel. basculer. Est-ce que tu voudrais que je fasse le partage de mon côté? Si je peux me permettre, je pense que c'est en cliquant sur paramètres d'affichage au centre, un peu plus à droite, en haut de l'écran. Oui. Paramètres d'affichage en haut. Il faut cliquer là-dessus et faire basculer. C'est ça que je cherche pour essayer de basculer. C'est bête, tantôt on avait fait un test en plus. Attends un peu. Le deuxième menu à partir de la gauche 1. Puis là, si tu tasses vers à droite pour paramètres d'affichage. Je ne le vois pas, le paramètre d'affichage. Ah, vous ne l'avez pas de votre côté? Ben, si ça ne te dérange pas, je peux Ouais, partager l'écran. je vais y aller de avec mon toi là, côté. parce que là, ça ne fonctionne pas. Désolée, alors je vais partager. Je l'ai en PDF, ça devrait fonctionner. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Sébastien, est-ce que vous le voyez, mon Oui, écran? moi je vois bien. Parfait. OK, parfait, on va y aller comme ça. Excellent. Donc, bon, au début, c'est la diapositive de présentation. On va passer à la deuxième. Objectif de l'activité. Donc, ce soir, c'est vraiment une séance d'information. Le but, c'est de présenter les modifications réglementaires, présenter le projet et répondre aux questions et commentaires par la suite. Donc, localisation historique, rapidement. Donc, évidemment, on est dans l'arrondissement, cette fois, Sillery-Caproux, c'est le quartier de la Pointe de Sainte-Foy. Le terrain est localisé vraiment à l'intersection, le Pi-12, tout près de 4 Bourgeois. On voit le terrain identifié ici en mauve. Il y a un centre de loisirs là, qui existait à cet endroit-là. Et puis, on a le corridor du tramway là, qui va s'ajouter prochainement. C'est un projet de 95 unités de logement. C'est bien sûr du logement social pour une hauteur de 6 étages. Le promoteur, on en a parlé tout à l'heure, la bouée. Il y a 32 logements abordables à l'intérieur du projet et 63 logements subventionnés. La clientèle, c'est des personnes avec des besoins particuliers. Au niveau des cases de stationnement, il y a 35 cases de stationnement, dont 32 à l'intérieur. Le ratio, ça fait donc 0,37 cases par logement. À la ville, la réglementation exige 0,25. Donc, on est vraiment là, au-dessus. Il y a aussi 50 d'herbettes, ce qui excède là, de beaucoup là, les exigences de base demandées. Pour ce qui est des modifications réglementaires,
Le règlement, vous le voyez à l'écran, c'est le RAVQ 1580. C'est un règlement spécial en fonction de la Charte de la Ville de Québec. C'est un règlement qui relève du Conseil d'agglomération. Donc, c'est l'agglomération qui pilote ces changements-là. Et il n'y a pas d'approbation référendaire dans ce cas-ci, comme pour les autres projets de logement social. Pour les usages autorisés dans la zone qui est visée par le projet, on retrouve plusieurs usages de nature surtout commerciale, donc des services administratifs, vente au détail et services, lieux de rassemblement, équipements culturels et patrimonial, établissements d'éducation et formation, parcs. Et le règlement spécial, lui, va prévoir un ajout, c'est-à-dire l'usage H1 logement pour 95 logements maximum. Tous les autres éléments du projet sont conformes. Pour ce qui est des prochaines étapes, eh bien, le projet de règlement a été adopté le 17 mai. Ce soir, on fait la séance d'information. L'adoption du règlement devrait suivre le 7 juin pour une entrée en vigueur prévue à la mi-juin. Ça complète pour moi. Alors, merci. On n'a même pas eu besoin de notre petite cloche là, pour tourner les pages de la présentation. Parfait. Donc, je l'ai bien arrêté? Oui. Parfait. Donc, voilà. Ce serait ce qui conclurait les présentations. Donc, on va passer là, à la période de questions. Donc, comme on est en mode webinaire, on va prendre des questions écrites. Donc, pour écrire votre question, vous pouvez agiter votre curseur au bas de l'écran. Vous avez une petite fonction qui s'appelle Q&R. Pour les personnes qui ont un Zoom en anglais, c'est Q&A. Vous cliquez là-dessus, puis vous pouvez taper votre question. Puis, je vais les lire à l'écran. Je vais les lire, puis les personnes là, qui sont ici pour répondre aux questions là, pourront offrir des réponses à vos questions. Donc, je vais commencer par les questions. Donc, il y a une personne qui demande là, pourquoi aménager une garderie. De mon côté, je ne suis pas certaine d'avoir entendu la fonction garderie. Est-ce que du côté du projet, on a une garderie qui est prévue? Et si oui, pourquoi? Donc, Ève, est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Oui, il n'y a pas de garderie qui est prévue à vraiment des espaces communautaires qui vont être dans l'immeuble et quelques bureaux pour les partenaires qui accompagnent les clientèles. Parfait. Donc, une autre personne se demande, bien, en sachant que les écoles à proximité sont déjà en pleine capacité, est-ce qu'il y a une évaluation qui a été faite pour tenir compte de l'augmentation du nombre d'élèves qui serait liée à l'arrivée de nouveaux ménages dans le quartier? Puis, la question vaut pour aussi les places en garderie. Là, la personne observe qu'il y a une pénurie de places en garderie. Donc, est-ce qu'on a étudié, là, voir l'impact de l'arrivée de nouveaux ménages? Alors, du côté Ève, est-ce que vous voulez y aller pour une réponse? En fait, je pense que la Ville a probablement aussi ses données là-dessus. Ce que moi, je pourrais quand même, pour rassurer, c'est que sur les 95 unités, il y en a quand même 56 qui sont de type 3,5 qui sont destinés à des personnes seules ou des couples sans enfants. Donc, ça ne fait pas un projet qui amène 95 familles d'un coup dans le secteur. Chose qu'on a l'habitude de faire habituellement quand on arrive dans un quartier, c'est quand même, notamment l'intervenante communautaire de la bouée, entre en contact avec l'école du quartier, puis les secteurs pour annoncer notre venue. Bien, parfait, merci de la précision. Donc, une question concernant les stationnements. Donc, est-ce qu'on a l'impression que 3 stationnements pour les visiteurs, c'est suffisant? Alors, côté de réglementation du stationnement, je me tourne peut-être vers Sébastien ou Frédéric. Pour ce qui est niveau du stationnement, le nombre de visiteurs, je dirais, n'est pas vraiment explicitement contrôlé. Nous, ce qu'on contrôle, c'est le nombre total de cases. Puis, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ici, on va vraiment au-delà du nombre de cases que la réglementation demande. Il faut comprendre aussi que les gens qui vont habiter à cet endroit-là ne sont pas tous en état de conduire une automobile non plus. Ce n'est pas une clientèle qui va être entièrement motorisée, donc ça explique que le ratio est tout à fait suffisant. Parfait. On a une question sur la circulation. Donc, est-ce qu'on a prévu quelle serait l'augmentation de la circulation automobile là, compte tenu de ce projet résidentiel-là, puis des autres projets résidentiels à venir dans le secteur?
Parfait. Mais en fait, ça complète un peu ce qu'on vient de se dire. Comme la clientèle n'est pas entièrement motorisée, bien, il ne faut pas conclure que l'ensemble de ces gens-là vont prendre la route là, à titre d'usager. Donc, l'impact risque de quand même être assez modéré là, sur le réseau routier. Parfait, merci de la précision. Alors, du côté d'Action Habitation, est-ce qu'on a des détails déjà sur les types de logements, combien de 3,5 il y aura ou combien de 4,5, là, un peu le nombre de logements par typologie? Est-ce que c'est connu à ce stade-ci? Oui, je peux répondre si tu veux, Ève. On a 56 3,5, 25 4,5, 9 5,5 et 5 6,5. Parfait, merci. Alors, pour ce qui est de l'impact négatif là, sur la valeur des propriétés, quelqu'un voudrait des détails là, sur peut-être l'explication de comment c'est calculé? Ben, en fait, c'est ça, là, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, là, mais c'est une étude qui a été publiée, en fait, là, donc les gens peuvent la consulter. Mais c'est essentiellement ce que ça relate, c'est que l'implantation de logements sociaux, surtout au centre-ville, on n'a pas d'impact négatif sur la valeur des valeurs marchandes des propriétés. Et dans plusieurs cas, ça a même une valeur légèrement positive. Donc, il n'y a pas de règle de calcul comme telle. Je ne peux pas vous dire, bon, vous habitez à 3 maisons du bâtiment, votre propriété va prendre 1% Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'impact sur la valeur des propriétés avoisinantes dans des logements sociaux, il n'y a pas d'impact en fait, là. C'est négatif, voire marginal s'il y a lieu. Parfait, merci. Alors, je vais peut-être fusionner quelques questions là, qui portent sur les mêmes thèmes. Alors, on veut savoir, est-ce que les logements sont adaptés pour les personnes à besoins particuliers? Est-ce qu'il y a des logements adaptés, en fait, pour les personnes à besoins particuliers? Oui, Johan, peut-être que tu pourras bonifier mes réponses, mais en effet, tous les logements sont en accessibilité universelle, alors sont adaptés. Donc, quand on parle, c'est la largeur des corridors, la hauteur des interrupteurs, mobilier adaptable dans les cuisines, salles de bain, pour que le logement puisse accueillir une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant. Parfait. Alors, il y a une personne qui voudrait des précisions. Là, quand on parle de clients ayant des besoins particuliers, on parle de quel type de besoins particuliers exactement? Alors, pour le projet de la bouée P12, il y a une quarantaine de logements qui sont destinés à des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Ce n'est pas le premier projet de la bouée à accueillir cette clientèle-là. Marie-Clarisse, c'est le cas. Il y a déjà une trentaine de logements pour ces adultes-là qui sont en quête d'autonomie résidentielle. Et un précieux partenaire pour ça, c'est l'AISC, donc l'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec. Je pourrais peut-être céder la parole. Il y a également, mon collègue Michael m'a dit, je vais élaborer, donc je parlais des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, mais il y a aussi des femmes monoparentales ou en difficulté. Donc, il y a aussi des partenaires qui vont les accompagner. Je céderai peut-être la parole à M. Bourré pour faire un témoignage de comment ça se passe au Marie-Clarisse avec les locataires. Oui, pour Merci précision, beaucoup. M. Beaulé est directeur général Oui. de l'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec. Donc, allez-y, M. Beaulé, pour vos précisions. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de nous accueillir parmi vous ce soir pour rassurer les citoyens, parce que c'est le cas. Nous sommes là pour vous informer adéquatement et vos questions sont tout à fait légitimes. Tout d'abord, l'AISC, c'est une organisation qui date depuis une soixantaine d'années. Nous avons une de nos forces, c'est justement de déployer des projets d'habitation dans lesquels des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou parfois avec un trouble du spectre de l'autisme aspirent à avoir un appartement pour vivre comme vous et moi. Mais ce sont des gens que l'on sélectionne, d'abord que l'on forme dans des endroits comme la Maison des adultes de Charlesbourg et aussi le Centre Louis-Joliette pour pouvoir développer leurs habilités à la vie en logement. Également, ce sont des personnes que l'on évalue pour s'assurer qu'elles ont ces habilités-là, puis qui sont aussi des habilités sociales requises pour être des citoyens à la hauteur des plus hautes attentes. Et en même temps, lorsqu'elles sont sélectionnées, après avoir été évaluées,
Nous assurons un soutien auprès de ces personnes-là, ce qu'on appelle un soutien communautaire en logement social, pour favoriser leur participation citoyenne à l'intérieur du bâtiment, mais aussi pour maîtriser leurs habiletés en logement social. Et les relations sont très, très inclusives. Pour nous, les personnes qui sont sélectionnées ont ces habiletés-là de se mixer avec les autres, autant à l'intérieur du milieu de vie qu'à l'extérieur dans la société. Ce sont des gens aussi qui sont déjà identifiés comme souvent ils travaillent ou ils vont être habilités à travailler dans des emplois inclusifs à proximité, par exemple, avec notre partenaire, le CHUQ Québec. Donc, ce sont vraiment des gens, comme on dit, sur la coche. On est très fiers d'eux autres et honnêtement, ce sont des citoyens vraiment de qualité. Et puis, le CIUS est sur place aussi avec nous pour les appuyer parce que, bon, si jamais ils ont besoin de soutien au niveau clinique, ben, ils sont là. Donc, le projet de Marie-Clarisse dont on parlait tantôt est un projet vraiment qui est reconnu à travers le Québec pour la qualité justement du projet lui-même qui accueille ces personnes-là et aussi pour le soutien qui est offert. Et puis, on est fiers d'avoir l'appui de la Ville, d'avoir l'appui du CIUS, l'appui de différents partenaires pour pouvoir donner la chance à ces personnes d'avoir enfin le rêve à leur portée et être comme vous et comme tous les autres, avoir leur chance d'avoir une belle trajectoire de vie. Voilà. Merci beaucoup, M. Beaulé, pour les précisions là-dessus. Donc, on va changer de sujet et y aller vers la construction. Donc, on a deux personnes là, qui demandent quand est-ce que la construction va commencer, combien de temps elle va durer, puis elle va se terminer quand, ça va durer combien de temps. Donc, s'il y a des intervenants là, qui sont prêts à donner des précisions sur la durée des travaux, allez-y. En fait, on souhaite un début de chantier au printemps 2024 et une livraison, un début d'occupation à l'été 2025. Donc, c'est un petit peu plus d'1 an, environ 15 mois. Parfait. Puis, vous avez dit que ça commençait à quel moment, la construction à peu près? Au printemps 2024. Parfait, donc, merci. Dans 1 an. Il y a des personnes qui posent des questions sur les conditions d'inscription pour une personne qui est intéressée à obtenir un logement. Puis, est-ce qu'on a aussi une idée des prix qui seront chargés, là, des loyers mensuels? Je vais céder la parole à mon collègue Michael Doyon. Il va se joindre à nous. Il est coordonnateur adjoint au développement. Il y a un pro pour cette question-là. Oui, merci Ève. Donc, je vais faire un petit peu de pouce sur cette question-là. Comment obtenir un logement? Donc, comme Ève vient de le mentionner, les logements devraient être livrés habitables pour l'été 2025. Donc, règle générale, 1 an, 1 an et demi avant la livraison du projet, on débute la promotion, les séances d'information pour informer les aspirants locataires sur le projet, quelles sont les conditions pour obtenir un logement et tout. Il y aura également sur le site Internet d'Action Habitation un formulaire de disponible, un formulaire de demande de logement. Puis comme on le mentionnait plus tôt, il y a des logements subventionnés aussi. Donc, au niveau des subventions, c'est faire ces démarches avec l'Office municipal d'habitation de Québec pour déterminer là, son accessibilité. Donc, c'est toutes des informations qui seront données aussi sur le site Internet d'Action Habitation. Donc, présentement, on est dans la promotion, la location de nos 2 projets qui sont en chantier, dont Ève parlait plus tôt. Donc, celui-là va suivre un petit peu plus tard, là. Normalement, printemps 2024. Alors, est-ce que vous allez garder le jeu de pétanque? Malheureusement, non. Il fait partie de la démolition. Parfait. Alors, je vais y aller avec quelques commentaires. Donc, il y a une personne qui note que c'est un bâtiment de trop gros gabarit, selon elle, dans le secteur. Puis, les personnes feront face là, à diverses contraintes liées à la construction. Aurait préféré peut-être un projet de maximum 3 étages. Le projet a, selon elle, pas sa place dans le secteur, puis les bâtiments pourraient aller à d'autres endroits. Donc, ça, c'est un commentaire d'une personne. Je vous rappelle qu'on est surtout en séance d'information pour répondre à vos questions, mais je vais quand même lire certains commentaires puisque les gens veulent les partager. Donc,
On a une sous-question là, pour des demandes de logement pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet. Est-ce qu'ils peuvent avoir quand même accès aux formulaires et aux informations d'une autre façon que par Internet? Oui, en fait, au niveau du formulaire, c'est toujours possible d'appeler au bureau d'Action Habitation. Donc, on peut envoyer des copies papier au besoin ou ça peut être possible de venir le remplir sur place. Même chose pour la demande là, auprès de l'Office municipal d'habitation. Donc, c'est un formulaire qui peut se remplir à nos bureaux, accompagné là, de notre intervenante communautaire ou bien directement là, à l'Office municipal d'habitation sur de Courcelette. Et nos bureaux, nous, on est dans Limoilou sur la 4e avenue. Parfait. Je vais reculer d'un sujet pour reparler de pétanque. Madame Corriveau, là, je pense que vous avez des informations à partager à ce sujet-là. En fait, c'est juste pour... est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. C'est juste pour mentionner aux gens que la construction du centre communautaire de la Pointe de Sainte-Foy, qui est en cours, les allées de pétanque ont été transférées à cet endroit. Alors, c'est au coin Valentin et Nelson. Et elles ont été construites à cet endroit pour recevoir justement les joueurs de pétanque. Alors, et puis, elles sont à toute fin pratique là, utilisables à ce jour-ci. Si les gens veulent déplacer tout simplement les joueurs à cet endroit-là, ils peuvent le faire dès maintenant. Parfait. Merci beaucoup, Madame Corriveau. Donc, on a une question. Est-ce que ce serait possible que le transport lourd lié à la construction passe par 4 Bourgeois plutôt que par les petites rues et P12 en général? Le trafic risque d'augmenter avec les constructions, puis il y a beaucoup d'enfants, notamment aussi avec la construction là, du tramway en même temps. Donc, la personne se demande s'il est possible de dévier le trafic pendant la construction. Je ne sais pas si les gens de la ville veulent répondre à cette question-là ou pourront peut-être bonifier ma réponse, mais c'est certain que dans le cadre d'un chantier de cette envergure-là, il y a toujours un plan de circulation qui est déposé par l'entrepreneur général qui va être au chantier, qui va avoir le chantier sur place, qui est soumis aux approbations municipales. Donc, peut-être la ville, si la ville souhaite bonifier là, sur les démarches d'analyse par rapport au plan de circulation, mais c'est toujours fait dans le but de minimiser l'impact sur le trafic, s'assurer de l'accès sécuritaire au chantier, tant pour les travailleurs, les transporteurs que les voisins, les enfants, tout ça, tout en gardant là, la voie circulable puis le terrain de soccer à côté qui reste en opération, tout ça. Donc, on s'assure de contenir le chantier sur notre terrain et que son accès en soit sécuritaire, finalement. À ce titre de complément, les entrepreneurs qui vont construire cet endroit-là, souvent là, cherchent à accéder aux autoroutes. Là, donc, le chemin le plus pratique pour aller chercher l'autoroute du Plessis, c'est vraiment de passer par 4 Bourgeois. Donc, je pense que vous n'avez pas à vous inquiéter pour les petites rues résidentielles. Parfait, merci beaucoup. Si la personne qui a posé la question trouve que la réponse n'est pas assez complète, elle peut m'écrire, puis on pourra valider du côté de nos collègues au service de transport et mobilité intelligente au besoin, mais je pense que ça faisait quand même le tour avec vos 2 réponses. Donc, on a une personne qui veut savoir pourquoi dans les cas où on développe du logement social, on ne fait pas de consultation publique ou on passe en règlement spécial là, en évitant la modalité là, de l'approbation référendaire. Alors, Oui. Sébastien, est-ce que tu peux Oui, répondre à ça? je vais m'en occuper de celle-là. En fait, il y a une pratique à la ville qui a été développée, c'est d'y aller avec le règlement là, spécial puis en vertu de la charte. C'est un pouvoir qui nous est donné par le gouvernement du Québec à nous puis à d'autres municipalités là, pour s'assurer que ces projets-là voient le jour. En fait, que le but, c'est de sécuriser les projets et non pas les soumettre aux aléas là, de l'approbation frontale et tout, parce que les municipalités ont une mission sociale à remplir. Je pense que la ville prend ça très au sérieux là, de pouvoir jouer son rôle et peut procurer un toit aux clientèles les plus vulnérables, ceux qui en ont besoin. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les pouvoirs spéciaux que le gouvernement nous a confiés dans le cadre de ces projets-là. Parfait, bien, merci de l'explication. Alors, je rappelle aux gens que si vous voulez poser des questions, ça se passe en bas dans le petit module Q&A ou Q&R. Vous pouvez agiter votre curseur et puis poser une question via cette modalité-là. Donc, il y a une personne qui estime perdre de la valeur du côté de sa propriété puis veut savoir si la ville prévoit donner des compensations monétaires aux propriétaires dont la valeur serait affectée par le projet. Donc, je laisserai peut-être du côté de Frédéric. En fait, il n'y a pas de compensation. Tu sais, je rappelle peut-être là, que le zonage actuel permet la construction de bâtiments de ce gabarit-là.
Donc, la population aux alentours peuvent, depuis bien des années, penser qu'éventuellement, il y aurait un bâtiment de ce gabarit-là qui serait construit. La seule modification, c'est l'ajout de H1 du logement. Donc, oui, dans la conception du projet, il y a eu des réflexions par rapport au cadre bâti actuel, du petit gabarit qui était situé à proximité. Il y a un chemin piéton qui a été ajouté pour garder une distance supplémentaire par rapport à la maison voisine, entre autres. Mais non, il n'y a pas de compensation monétaire là, dans le cas de projet comme ça. Parfait. Alors, on change encore de sujet pour aller retourner dans la thématique de la construction. Donc, au moment de la construction, est-ce qu'il y aura un stationnement prévu ou aménagé là, pour les personnes qui viendront travailler sur le chantier, là, les travailleurs, travailleuses de la construction? Je peux y aller avec la réponse à cette question-là. Donc, Oui. tu as entendu que c'est une question qui se pose à chaque nouveau chantier. Hein? On stationne les travailleurs à quel endroit? Donc, c'est sûr que sur le terrain, c'est un chantier de construction. Ce n'est pas là que ça stationne, c'est là que ça va creuser, ça va construire. On sait que dans les rues, l'espace est limité. Il faut qu'il reste de la place pour les citoyens. Donc, règle générale, ce qu'on voit dans des projets comparables, c'est que les entrepreneurs généraux vont prendre des ententes avec des propriétaires à proximité pour louer un certain nombre de cases de stationnement pour accommoder les travailleurs. On peut penser tout à fait hypothétiquement, là, mais à l'immeuble commercial à côté, petit immeuble commercial sur un grand terrain, il y a peut-être un certain nombre de cases là à louer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, ça relève là, de la responsabilité de l'entrepreneur général de s'assurer que les travailleurs, les sous-traitants puissent se stationner. Parfait. Donc, une autre question. Quelles seront les prochaines étapes réglementaires avant de commencer la construction? Est-ce qu'il y aura des consultations faites au conseil de quartier? Je vais m'en occuper. En fait, dans ce cas-ci, pour les projets de logements sociaux, il n'y a pas vraiment d'opinion du conseil de quartier là, qui est demandée, puis il n'y a pas de consultation publique non plus. Ce qui est fait, c'est la séance d'information de ce soir qui est organisée. Puis le règlement, tel que je l'ai mentionné, il est déjà en cheminement là, au conseil d'agglomération. On trouve ça quand même important là, de faire la rencontre de ce soir, puis on a dépêché quand même une bonne brochette l'intervenant pour répondre à toutes vos questions. Mais il n'y aura pas d'autres consultations d'organiser. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a un plan de prévention pour prévenir les rats et les rongeurs là, qui seraient dérangés par les travaux de construction et qui auraient tendance à peut-être vouloir cheminer dans le voisinage? Alors, si on n'a pas la réponse ce soir, ce n'est pas grave. Je vais noter la question de la citoyenne qui l'a posée, puis je vais lui revenir là, en faisant mes propres recherches. Donc, Madame Saïd, je vais vous revenir. Là, je me note qu'il faut que je vous réponde à cette question-là. Donc, une question sur la circulation. Donc, pour aller au Subway et les autres commerces à côté, les résidents, donc, ils vont passer par P12 ou ils vont sortir ailleurs. Peut-être, Madame Robin-Lavallée, essayez de reformuler peut-être votre question. Puis, on y répondra. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le module Q&R. On a encore quelques minutes pour répondre là, à vos questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas d'autres, donc on va pouvoir... Oui, Madame Corriveau. Peut-être concernant les nuisances des rats. Il y a eu une construction récente dans le même secteur et ça avait été soulevé. Par contre, il faut que les gens signalent. Si jamais il y a une présence de rats, ça doit être signalé au 311. Ce sont les gens de la qualité du milieu qui peuvent intervenir, mais il faut le signaler. On m'a interpellé à cet effet. Qu'on avait vu des rats, mais ils n'ont pas été signalés aux gens de la qualité du milieu. Alors, les gens de la qualité du milieu n'avaient pas de signalement, donc ils n'ont pas pu intervenir. Alors, si les gens se le disent entre voisins, ça ne donne pas d'informations aux gens qui peuvent intervenir au niveau de la ville. Alors, c'est très important que si jamais vous voyez quelque chose de ce style-là, il faut vraiment le signaler au 311. Alors, je pense que c'est la réponse qu'il fallait donner à Mme Saïd. Voilà.
Parfait, merci pour cette information-là. Alors, on a une question, là. Est-ce que dans les personnes là, qui auront des logements dans ce projet-là, est-ce qu'il y aura des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer? Je peux me permettre de répondre à la question. Donc, Oui, on parlait de allez-y. clientèle avec des besoins particuliers, comme on dit, un certain nombre de jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle, des femmes monoparentales en difficulté, personnes migrantes, familles. On est tous dans une clientèle autonome, donc en mesure de survenir à ses propres besoins, si je peux le dire ainsi. Donc, une clientèle là, Alzheimer à risque d'errance ou quoi que ce soit, ce ne serait pas un milieu de vie approprié là, pour une personne vivant avec ces difficultés-là. Parfait, merci de la précision. Donc, je pense qu'on a bien répondu à la question de Mme Saïd. Elle nous remercie. Est-ce qu'on prévoit acheter les maisons d'à côté? Donc, est-ce qu'on prévoit, le projet prévoit s'étendre en achetant des maisons dans le secteur? Pour les gens de la bouée ou d'Action Non, Habitation? le projet n'a pas. Le projet là, est visé sur le site que l'on a présenté ce soir, donc de l'ancien centre communautaire. Donc, vraiment en fonction de l'implantation au sol qui a été prévue, qui respecte les marges et tout ça. Donc, le but n'est pas d'acheter des maisons autour pour faire un projet plus gros avec un plus grand nombre de logements ou quoi que ce soit. C'est vraiment limité à ce qui a été présenté ce soir. Parfait, merci beaucoup pour la réponse. Donc, je ne vois plus de questions dans le module Q et R ou Q&A, mais je sais qu'habituellement, quand je dis ça, il y a des gens qui se lancent pour poser des questions. OK, parfait. Donc, il y a des commerces à côté, au coin 4 Bourgeois. Donc, il y a le Subway, le salon de coiffeur, des restaurants. Les résidents vont se déplacer de quelle façon, en fait? Est-ce qu'ils vont se déplacer en auto, à pied? On voudrait un peu plus de détails sur la façon dont les gens vont circuler dans le quartier. En fait, on parle des gens qui vont habiter l'immeuble ou Oui, des gens oui. qui résident déjà autour? Les gens qui habiteront l'immeuble. En fait, au niveau des gens qui habiteront l'immeuble, comme on le disait, il y a un certain nombre de logements destinés à une clientèle non motorisée qui pratiquera la mobilité durable, le transport en commun, le covoiturage, le vélo, la marche. Pour les autres résidents, il y a quand même 32 stationnements qui sont prévus. Donc, les personnes qui auront une voiture et un stationnement se déplaceront en règle générale en voiture. Parfait, merci. Alors, je suis contente. Il y a une question pour moi. C'est rare. Alors, je vais vous la lire. Est-ce qu'il y a des séances d'information en personne? Car il y a des gens là, qui vivent la fracture numérique qui n'ont pas accès à Internet. En fait, tout dépendant dans quel quartier on va, sur quel sujet, puis qui on veut rejoindre. La ville essaie souvent de rejoindre le plus grand nombre de personnes, puis choisit la méthode qui permet de rejoindre le plus grand nombre. Donc, on fait, oui, des séances en ligne. Pour ce projet-là, ce sera la seule séance ce soir qui sera faite, une séance en ligne. Par contre, j'ai été en contact avec des personnes là, qui malheureusement ne pouvaient pas être là ce soir parce qu'elles n'avaient pas accès à Internet. À ces personnes, j'ai proposé d'imprimer vos présentations, donc la présentation de Sébastien, de Frédéric, puis des gens d'Action Habitation, là, puis de leur laisser les documents imprimés au bureau d'arrondissement. Donc, les personnes pourront consulter le projet. Si ont des questions, pourront me contacter. Donc, on a fonctionné comme ça parce qu'elles n'étaient pas nombreuses. Si on avait eu de plus nombreuses personnes, qu'on avait une grande fracture numérique, on aurait pu faire la séance, on aurait pris la décision de la faire en mode hybride ou en mode 100% présentiel. Donc, merci d'avoir posé la question. Là. Je dirais que ça dépend beaucoup du secteur dans lequel on fait la présentation. Donc, c'est ce qui complète la liste de questions qu'on avait dans le module. Donc, je vais faire un dernier une fois, 2 fois, 3 fois vendu. Puis, je vais considérer là, que le public n'a plus de questions. Donc, je laisserai le mot de la fin à Mme Boucher. Oui, merci beaucoup. En fait, je veux profiter pour remercier l'équipe qui ont été présentes pour en fait faire les présentations et répondre aux multiples questions et aussi en fait les citoyens qui sont présents là, qui se questionnent, qui voient quelque chose arriver dans leur milieu, donc ce qui est tout à fait normal là, d'avoir des questionnements et de vouloir savoir un peu plus ce qui s'en vient. Donc moi, je pense que ça va être un bel exemple de cohabitation. Je suis très positive à ce qui s'en vient dans le milieu. Et je vous remercie de votre présence.
Merci beaucoup. Alors, bonne soirée à tous et toutes. Merci pour vos questions intéressantes et pertinentes. Merci aux équipes aussi qui étaient là pour répondre aux questions. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée.